Hello tout le monde! Bon, là on se retrouve pour une vidéo. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo aussi. Sauf que je n'avais pas eu assez de temps malheureusement. Du coup on se retrouve et nous sommes déjà un peu en retard. Parce que là, du coup, comme vous pouvez bien le voir dans le titre de la vidéo, en fait, je comptais parler de mon bilan de 3 mois de travail en Allemagne. Plus spécifiquement dans le monde de la médecine. Euh, et du coup aussi de l'orthopédie. Pour aller encore plus dans le spécifique, du spécifique, pour quelqu'un qui vient du coup du Cameroun, du coup qui vient d'Afrique, qui a étudié dans un pays de l'Union européenne mais qui n'était pas l'Allemagne, du coup l'Italie, et qui maintenant s'est transféré en Allemagne. Je pense que c'est un trajet que beaucoup aimeraient emprunter, beaucoup ont même déjà emprunté et du coup se demandent parfois si ils vivent la même chose que d'autres personnes et malheureusement, vu qu'on n'a pas souvent le moyen de communiquer, moi en plus là où je suis, mais c'est rare, mais tellement rare de croiser un autre médecin qui soit noir. Mais franchement, en plus, à chaque fois que ça se fait, je pense que je peux compter sur les doigts d'une seule main le nombre de fois que j'ai rencontré un médecin noir du coup. Et quand je dis rencontrer, c'est même pas on s'est parlé, c'était juste voir comme ça dans les couloirs en marchant quand tout le monde est en train de marcher vite parce que tout le monde doit aller faire ce qu'il a à faire et tout. Du coup, on n'a même pas le temps de se dire allô, bonjour, est-ce que vous êtes Camerounais ou alors que sais-je, d'où est-ce que vous venez? Mais en fait, c'est toujours mais de façon furtive là. Et puis chacun passe et du coup... c'était juste deux médecins. Alors, bilan de mes 3 mois, c'est une vidéo que je n'ai pas préparée. Et qu'est-ce que je pourrais dire dans cette vidéo? C'est que déjà, aussi, il y a une vidéo que je suis en train de penser à vous faire. Attendez que je prenne les notes. Quand j'ai commencé mon boulot, du coup, où je suis, il y a 2 stations d'orthopédie et c'est franchement, il y a 2 stations, 2 équipes, mais on travaille, on travaille tous ensemble en fait. Juste que nous sommes à des endroits différents. Du coup, la première station où j'ai commencé et tout, c'était plutôt bien. En tout cas, les 2 premières semaines étaient top, super, 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 jusqu'à ce que ma collègue de l'enfer n'arrive. Celle-là, elle mérite une vidéo entière. Juste à elle, ça me fait encore une idée de vidéo que je dois vous faire parce que franchement, oh, en tout cas, ma collègue de l'enfer là. Et voilà, après quand elle est arrivée, ça s'est tellement mal passé entre nous. Que au final je me suis plainte en fait. J'étais arrivée à un niveau où je ne pouvais plus supporter. Un jour je suis rentrée à la maison et puis j'ai dit à mon mari c'est soit je démissionne, soit on me fait changer d'équipe. Sauf que c'était pas avec n'importe qui que ça n'allait pas dans cette équipe. C'est ça en fait qui était compliqué. Donc moi j'étais prête à démissionner. Je me suis dit peu importe, je démissionne. Pour ma propre santé mentale, je peux pas continuer là-bas. Et du coup, finalement, on a trouvé une solution. Et du coup, on m'a fait changer d'équipe. Je suis allée dans l'autre équipe et c'était bien. En plus, la station, elle était toute neuve, tout était nickel, tout était propre. C'était ouh là 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 là. Comme c'était mieux que dans les films américains en fait. Je sais même pas si vous vous rendez compte, cette station là elle m'a trop plu et du coup j'ai travaillé là-bas. Le problème où j'étais là-bas, la première station d'orthopédie où j'étais d'abord là-bas, c'est que comme je vous ai dit, j'avais ma collègue de l'enfer qui ne me laissait pratiquement rien faire à part faire les prises de sang, d'autant plus qu'elle savait que d'où moi je venais en fait, les médecins ne faisaient pas les prises de sang. Du coup elle m'a dit voilà, c'est ta tâche. Et, et du coup quand je finissais de faire mes prises de sang, en fait je n'étais plus rien, j'étais même plus un médecin. C'était franchement même les même les étudiants qui font les stages, en fait, ils étaient mieux que moi. Ils faisaient plus de choses que moi. Et du coup, quand j'ai changé de station, je me suis retrouvée dans la deuxième station, dans la deuxième team. Là, par contre, j'ai commencé vraiment à déployer mes ailes. Faut aussi dire que j'avais aussi des collègues qui voulaient vraiment me laisser faire les choses, qui voulaient m'apprendre à faire les choses pour que ensuite que le travail soit mieux, comment dire,
soit mieux proportionné pour toute l'équipe en fait, que s'il n'y ait pas un membre de l'équipe qui soit là à la station, que moi en fait je puisse faire le travail de station qu'il y a à faire pour que à l'heure prévue que tout le monde rentre. Donc c'est comme ça que ça s'est passé dans l'autre team et franchement je n'ai même pas à me plaindre de cette team là, c'était vraiment bien. Et aussi ce que je peux remarquer c'est que c'est, comment dire, c'est un hôpital vraiment multiculturel. J'avais un collègue qui est du coup asiatique, mais qui est né et grandi en Allemagne. Et voilà. Après, moi aussi, je suis arrivée. Et puis, on a un autre là qu'on va encore, qui va commencer bientôt, qui vient d'un pays de l'Europe de l'Est. Et il y avait aussi une autre qui s'était bewerben, du coup, je sais plus comment dire ça en français, désolée. Et elle venait d'Espagne, par contre, elle n'a pas réussi l'approbation, donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle va commencer. Mais en tout cas, mon bilan de 3 mois, comme je vous ai dit, je mets pas, je m'évade beaucoup quand je parle. Qu'est-ce que je fais concrètement maintenant comme boulot? Je fais essentiellement du boulot de station et j'opère. Ouais, en 3 mois, j'ai des opérations qui sont à ma charge. Mais comme je vous ai toujours dit, tu as toujours un supérieur qui est là, du coup, pour t'assister et pour en fait se rassurer que l'opération est faite comme il se faut. Le travail de station, c'est quoi? Première des choses, c'est le matin quand tu arrives. C'est de prendre déjà les nouvelles des patients des patients qui sont là, des patients que tu as laissés la veille, en fait, s'il y a quelque chose de nouveau et tout. Ensuite, tu fais un petit briefing avec tes collègues dans la salle des médecins et ensuite vous sortez pour faire la visite. Donc, du coup, la visite, ça commence à 7 h du matin, donc il faut être là vraiment, mais vraiment tôt. Ça commence à 7 h du matin, on fait la visite avec les infirmières et les physiothérapeutes. Trop de langue dans ma tête, désolée. Et les physiothérapeutes aussi. Et du coup, quand on a fini de faire cette visite-là, maintenant on se répartit les tâches. Il y en a qui vont aller parce qu'on reçoit aussi le programme, ce qu'il y a à faire du coup en orthopédie au jour le jour. Donc, un jour, tu peux être dispatché en ambulance. Un jour, tu peux être dispatché pour les patients qui viennent et qui n'ont pas de rendez-vous. Du coup, c'est comme, en fait, c'est les urgences là-bas. Tu peux être dispatché aussi pour les enfants. Oui, il y a aussi la salle opératoire, bien évidemment. Et on a 2 salles opératoires. Donc, du coup, quand tu as fini ça, tu sais où tu dois aller. En fait, quand tu as fini, on a maintenant le Besprechung, la réunion avec le chef, les Oberarzt, nos supérieurs directs et ensuite maintenant le grand chef. Donc, du coup, chaque matin à 7 h 30, on fait un petit briefing pour voir ce qu'il y a lieu de faire dans la journée, tout ce qui s'est passé, s'il y a des petites nouveautés et tout. Les patients qui ont été opérés la veille, on prend du coup de leurs nouvelles. En fait, le médecin qui était là et qui a fait la garde, du coup, il dit tout ce qui s'est passé dans la nuit. Il vérifie aussi que tous les patients qui seront opérés le jour même, que leurs examens de laboratoire sont en ordre, que leurs tests Covid aussi sont négatifs. Cette histoire de test Covid là, mais oh là là, il y a quelque chose qui s'est passé dernièrement, je vous dis même pas parce que la vidéo elle sera trop longue. Mais pourquoi pas, je vais vous dire quand même parce que je peux m'empêcher de parler. En fait, c'était un patient que moi j'avais pris, dans la salle de Aufnahme en fait. Du coup, les patients qui sont opérés, moi je l'avais pris, j'avais fait la visite et tout ça, préparé. En fait, j'avais préparé le patient pour l'opération, sauf que l'opération c'était prévu pour le lundi. Donc, on reçoit les patients le vendredi. Et ensuite, maintenant, pour tout ce qui est patient avec des tumeurs, on va juste faire une petite résection, une biopsie. Du coup, ils reviennent juste le jour de l'opération, mais tout ce qui est opération au niveau de la colonne vertébrale ou alors une prothèse du genou, de la hanche, comme ça, ce sont des patients qui viennent habituellement un jour. En fait, quand je dis qu'ils viennent, c'est
on prend effectivement le patient et il sera dans une chambre un jour avant. Du coup, le patient là, c'était un patient qui avait une tumeur et on devait faire une biopsie, donc il devait venir le jour même. Sauf que lui, on lui a fait un test PCR le vendredi qui était négatif et quand il est revenu le lundi, eh bien, on a répété l'examen, mais du coup, ce sont les anesthésistes qui ont répété l'examen et ils l'ont répété juste, je crois ils ont répété juste avant que le patient il entre en salle opératoire, mais vu que l'examen du vendredi était déjà négatif, du coup ils estimaient que ce sera aussi négatif. Sauf que quand on a tous fini d'opérer le patient, eh bien, les anesthésistes, ils appellent tout le monde. Ouais, le patient qu'on a opéré et tout, il est positif. Du coup, le patient, il va en isolation. Et puis, nous tous, maintenant, il faut qu'on commence à porter les masques. Deux masques. Du coup, tu portes d'abord le masque FFP5, FFP2 là. Et ensuite, tu remets le masque chirurgical par-dessus. Et en tout cas, cette journée-là, il y a des choses qui sont passées. Cette journée, le lendemain, j'ai dû faire un test PCR. Après, il y a eu ma supérieure avec qui j'avais opéré ce patient aussi, qui avait été aussi testée positive. Du coup, elle aussi, 2 semaines d'isolation et tout. Mais ça va, moi, moi, j'ai rien eu. Pour moi, mes tests étaient tous négatifs, bien heureusement. Et donc voilà à peu près ce que on doit faire comme boulot. Après, quand tu arrives, quand tu es dispatché pour la salle opératoire, eh bien tu dois aller en salle opératoire, préparer la salle, préparer aussi les radiologies parce que on fait aussi des radios pendant l'opération et quoi d'autre, préparer aussi du coup aussi les images radiographiques du patient qu'on a pris pour du coup quand il faut mettre une prothèse et tout, il y a tellement de calculs à faire. Il y a des images avec des calculs, les images en fait du bassin par exemple, ou alors du genou du patient, et puis on calcule pour voir comment est-ce que la prothèse devrait être placée, s'il y a les axes de la jambe qu'il faut corriger, à quel niveau exactement il faut tailler l'os et tout. Il y a eu un moment où j'ai eu un doute, je pense que je vous avais déjà parlé de ça. Il y a eu un moment où j'ai eu un doute, mais voilà qu'après mes idées elles sont très vite revenues. Après aussi, ce que je dois dire, hein, il faut que je sois honnête, c'est que parfois j'ai cette impression-là de me dire, est-ce que je suis assez forte? Pas forte mentalement, mais c'est une question de physique. Parce que on a souvent cette impression, on a souvent cette habitude-là de se dire, non, mais les hommes et les femmes, elles peuvent faire autant de choses que les hommes. Je sais pas, mais vous savez, il y a cette mouvance féministe-là et tout. Et moi par contre, j'avais même fait une vidéo sur ça en fait, sur mon ancienne chaîne, pour dire que je ne me considère pas comme étant féministe. Et je sais que c'est quelque chose qui choque parce que, je sais pas, il y a tellement de femmes qui se disent comment est-ce que tu peux être une femme et ne pas être féministe. En fait, il faut bien savoir, il faut bien voir que en fait, les deux ne vont pas de pair. Et en fait, pour moi, c'est comme ça que je considère la chose. Est-ce que je vais m'expliquer sur ça un jour en vidéo? Je ne sais pas. Mais en tout cas, par rapport à mon boulot et aussi par rapport à mon vécu, et là, du coup, je vous parle pour mon boulot là directement. Il y a eu tellement de fois où je me suis sentie faible, que je n'avais pas assez de force dans les bras parce que l'orthopédie, il ne s'agit pas juste je sais pas moi, de prendre... il ne s'agit pas juste de prendre le scalpel et puis tu vas couper et puis tu te dis c'est fini. Non, avant ça, quand on te dit qu'il faut placer une prothèse de la hanche ou une prothèse du genou, mais l'effort physique que tu dois produire, l'effort physique que tu dois fournir avant de toucher le scalpel, mais c'est fou. Mais moi, mes supérieurs, à chaque fois, ils me disent toujours, Mariette, tu dois te muscler. C'est important, tu dois te muscler. Et j'ai une collègue qui est toute fine comme ça, mais elle est minuscule. Et je peux vous dire qu'elle se muscle. Et quand il s'agit de laver une jambe, en fait, c'est quelque chose que quand j'avais passé mon entretien, en fait, mon chef, il m'avait dit, est-ce que tu penses que tu as assez de force physique pour le faire? Et moi, je me disais, mais oui, qu'est-ce que c'est? Moi, je cours, je fais du sport et tout, mais non, il faut vraiment de la force physique. Et là,
moi déjà, j'ai réfléchi pour l'année 2022 à acheter les charges en fait, parce que juste faire les pompes, je peux vous assurer que ça ne me suffit pas. Il m'est arrivé après avoir fini de laver une jambe. Une jambe, parce que quand on te dit de laver la jambe, tu penses que c'est juste la partie de la jambe, mais non, c'est tu dois laver en fait comment dire, des orteils jusqu'à jusqu'ici en fait. Donc tu laves de l'orteil jusque là. Et je peux te dire que porter la jambe, et c'est pas tu portes avec deux mains, c'est avec une main, et il y a une façon de porter pour maintenir le champ stérile. Il y a une façon de porter la jambe, et si tu n'as pas assez de force, c'est chaud. Et comme je vous disais, il m'est arrivé une fois, après avoir fini de laver la jambe du patient, je ne pouvais pas continuer l'opération, j'étais KO. J'étais KO. J'ai demandé à sortir de la salle et qu'il y ait un collègue qui vienne me remplacer. Et c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ben, maintenant, c'est vrai que ça ne m'arrive plus parce que avant, parce que quand je sais que je dois l'opérer, maintenant, je pompe en fait, je pompe. Parce que je me dis, je sais pas, tu sais pas si c'est sur toi que ça va tomber de laver la jambe et tout. D'autant plus que ça tombe beaucoup sur moi. C'est genre, c'est comme s'ils me mettent en fait à l'épreuve. Parce qu'ils savent que bon, celle-ci, en fait, on lui a déjà dit de se muscler. On va voir si c'est assez musclé. Après, c'est normal. Parce que si je compte opérer aussi un jour de façon autonome et tout, il faut gravir les échelons. Et les échelons, ça commence par laver la jambe du patient. Ça commence par laver la jambe du patient. Et, euh, et c'est chaud. Franchement, c'est chaud. C'est quelque chose que je déteste. Je déteste et je déteste. Et maintenant, moi, quand je vois que je suis passée une opération qui concerne les extrémités inférieures, là, moi, je suis toute contente. Hein, quand c'est juste une biopsie, une tumeur qu'il faut enlever, ou alors une opération au niveau de la colonne vertébrale, moi je suis toute contente hein, parce que je sais qu'il n'y aura pas de patient à porter. Tu sais qu'il n'y aura pas de patient à porter. Du coup, ça va, quoi. Tes organes, ils vont survivre. Mais franchement, c'est tellement dur que je sens comment mon cœur... Ah, heureusement, en fait, j'ai un collègue qui est assez gentil et mais c'est rare que j'opère avec lui. C'est vraiment très, 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 très rare. En tout cas, je crois que j'ai opéré avec lui juste 2 fois. Et il y a une fois où je lui ai chuchoté à l'oreille. Je lui ai demandé de me faire ce plaisir de laver la jambe pour moi, en fait. Mais pour qu'il le fasse, il fallait en fait que... il fallait faire des pirouettes pour que le supérieur ne se rende pas compte que c'est lui qui allait laver, en fait. Alors en fait ça devait être moi, donc il aurait fallu qu'il fasse comme s'il ne savait pas que moi je devais laver, et qu'il se faufile un peu vite comme ça dans la salle et aller laver pour moi, et il l'a fait. Mais franchement c'est le meilleur de tous mes collègues, de tous mes collègues. Et pardon. Et puis aussi, qu'est-ce que je voulais vous partager aussi, il y a des journées où la journée est finie et il est quoi? Il est 15 h. Il est 15 h, tu te dis, ouais, je sais même pas encore manger. Je pense que je vais manger et puis, pop, il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours un truc là qui fait que, en fait, même pour manger parfois, il faut que tu t'éclipses. Tu dois dire à personne. Parce que c'est là que parfois on va te dire, ah oui, il y a ça à faire. Est-ce qu'avant de manger, tu pourrais faire ça et tout. Et donc du coup parfois je finis mes journées comme ça sans avoir mangé et je rentre, je suis éclatée à terre, je ne peux rien faire. Et c'est vraiment pas bien parce que du coup si ça arrive que qu'on t'appelle, parce que tu sais jamais quand est-ce qu'on peut t'appeler pour venir en salle opératoire. Si ça arrive qu'on t'appelle de venir en salle opératoire et que tu n'avais pas mangé, mon ami, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire non, je viens pas parce que j'avais pas mangé. Mais non, en fait c'est prévu qu'on ait une pause de 30 minutes entre 12h30 et 13h. Mais va donc trouver ce temps. Va trouver ce temps et puis tu me dis si tu réussis à manger dans cet intervalle-là. Franchement, même quand je vois même mes supérieurs, franchement, moi je les ai vus manger souvent à des 15h. Et toi tu vas dire non, moi j'ai besoin de ma pause et tout. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon. En tout cas, là pour le coup, je n'ai pas encore commencé à faire de garde. Pourquoi? Parce qu'il y a, j'ai un collègue qui a commencé juste 2 semaines après moi, mais du coup qui a déjà commencé à faire les gardes ce mois-ci.
Et moi, j'ai pas encore commencé. En tout cas, je suis pas non plus pressée. Parce que les gardes là que nous on fait, ce sont des gardes de 24 heures. C'est pas les gardes de 12 heures comme je le faisais en Italie. Ce sont les gardes de 24 heures où tu viens le matin comme tout le monde et puis quand ils rentrent, et bien toi tu... Bon, désolé, hein, j'ai reçu un appel. Mais je pense quand même que cette vidéo a été assez longue. J'espère que j'ai quand même partagé assez de choses par rapport à mon bilan de ces 3 mois de travail. Après, je vous ai déjà fait quand même d'autres vidéos aussi par rapport à la barrière de la langue, bien évidemment. Après, je pense que je vais vous mettre cette vidéo là. Je pense que c'est là ou c'est là. En tout cas, vous allez voir ça. J'ai quand même déjà partagé assez de choses. Du coup, j'ai pas envie que cette vidéo qu'elle soit trop longue. Après, si bien évidemment vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Après, je vous ferai aussi une vidéo par rapport à mes 6 mois. Et puis on verra bien comment est-ce que ça va évoluer. Du coup, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à checker les liens en dessous dans la description. Et puis on se revoit bien évidemment pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bisous. Mouah.